sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Salam alaikum, bismillah ar-Rahim. Je me présente à Adnan Abdouli, je dirige les opérations en faveur d'Enactus. Pour les gens qui ne connaissent pas Enactus, très rapidement, Enactus c'est un réseau de quoi? D'étudiants, entrepreneurs qui travaillent pour favoriser le progrès social à travers l'action entrepreneuriale. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise les institutions académiques dans les CEM des universités pour travailler avec les étudiants, avec le monde académique et le monde professionnel, pour donner des solutions aux problématiques qui existent dans les communautés, tout en formant les étudiants à développer leur capacité d'initiative, d'entrepreneuriat et de leadership, donc après, pour qu'ils puissent finir et développer leur capacité personnelle. Alors la conférence d'aujourd'hui, qui est sur l'environnement entrepreneurial, vers une croissance intelligente, durable et inclusive, organisée dans ce forum, dont je remercie les organisateurs pour la qualité de l'intervention, la qualité de l'invitation du panel qui est à mes côtés. Sera une conférence où il n'y aura pas beaucoup de paroles, j'espère, et beaucoup d'actions. Qu'est-ce que je veux dire par pas beaucoup de paroles et beaucoup d'actions? C'est en fait, nous allons poser certaines questions par rapport à la thématique et voir comment est-ce que notre panel peut réagir par rapport à ça. Réagir pour pouvoir diffuser de l'information, partager de l'information et sortir avec de la valeur ajoutée. Parce que on devait commencer à 11h, maintenant on est midi, et on ne pourra jamais se développer si on ne commence pas avant. Parce que c'est un système, et quand le système est déraillant à un niveau, les choses commencent à suivre. Donc par rapport à aujourd'hui, croissance inclusive, innovante et durable. Alors juste pour avoir une information par rapport à l'audience, est-ce que vous avez déjà entendu le mot inclusif? Si vous l'avez, levez la main. Qu'est-ce que c'est qu'inclusif? Personne. Tant mieux. Qui ne connaît pas, on n'en a jamais entendu le mot inclusif? Théoriquement, tout le monde doit lever sa main. Logiquement. Voilà, zoom zéal. Zéal, parfait. Donc, l'objectif d'une conférence comme ça, ce n'est pas d'avoir des personnes qui parlent à un mur. Bien, déjà, ça il faut qu'on soit d'accord. C'est un échange. Et l'échange, pour pouvoir créer un canal et sortir avec de l'information. Alors, cette question sur qu'est-ce que ça veut dire inclusif, durable et intelligent, je vais la poser avec d'autres questions à mon panel, dont je suis très fier d'être avec. Il y a beaucoup d'amis dans ce panel, des personnes que je viens de rencontrer, des personnes que j'ai rencontrées avant. Et avec eux, on aura le plaisir de discuter de ces choses-là et sortir avec, Inch'Allah, des choses concrètes. Alors avant de commencer, je demanderai aux intervenants qui sont avec moi, je vais les nommer d'abord, puis après, chacun d'entre eux va se présenter rapidement en oubliant ce qu'il y a sur la brochure. Parce que si vous avez une brochure, ça veut dire que vous l'avez vu. Alors, à mes côtés, j'ai M. Hicham Abbad. À sa droite, j'ai aussi Amin Lardi. À sa droite, j'ai M. Majid Pressadrey. Et à sa droite, j'ai M. Ismail. Alors, vous avez 30 secondes chacun pour vous présenter. Vous pouvez utiliser des mots, des adjectifs, mais l'essentiel, c'est que les gens vous connaissent. Allez-y. Si on peut commencer par les autres, je n'ai pas les applaudissements en général, mais là, juste pour réveiller la salle, on va les faire. Yallah, applaudissez. Bonjour, je m'appelle Hicham Abbad, je suis un ancien lauréat de première promotion. Aujourd'hui, je suis fondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Ejima. C'est Morocco Engineering, mais qu'on a résumé dans le slogan, on va dire Ejima, pour une raison que j'aurai l'occasion d'exposer à nos chers étudiants cet après-midi, qui est une présentation où je pourrais parler un petit peu de mon parcours et de Ejima d'une manière plus détaillée. Donc voilà, je prends moins de 30 secondes, je pense. C'est Amine.
ça on passe le relais et on garde l'énergie positive aussi. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Amil Laridi. Alors, c'est toujours en fait une difficulté pour moi de me présenter, parce que je n'ai rien de spécial à dire, je dis juste que je suis un simple citoyen marocain. Alors, c'est simple à présenter, mais pour moi, ça résume un tout petit peu ma philosophie de vie. Parce que citoyen, on ne l'obtient pas avec la carte d'identité nationale du d'exploitation ou son H1. Citoyen, ça se gagne. Citoyen, c'est avoir un projet par rapport à son pays. Citoyen, c'est avoir une vision par rapport à son pays. Et citoyen, c'est de travailler très près de chaque jour pour essayer de réaliser cette vision. Alors, si vous avez compris ça, vous comprenez tout simplement qui est Amil Laridi. Ce sera un plaisir de vous revenir vers vous tout à l'heure. Majid Raïeb, je suis actuellement entrepreneur. J'ai été pendant une dizaine d'années directeur général de l'Office national des pêches. Je suis ingénieur de formation. Je suis également lauréat d'un doctorat, un PhD d'MIT. Et je ferai le lien avec MIT tout à l'heure parce qu'on vient d'avoir un sommet d'MIT sur l'entrepreneuriat. Je suis également président de Enactus. Et à ce titre, on aura aussi l'occasion d'échanger. Et je pense très sincèrement être venu de Marrakech, n'être pas venu pour rien. J'espère vraiment qu'on aura un échange fructueux. Donc au-delà de ce qu'on va dire, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez nous poser comme question pour réagir à la salle. Merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Ismaël Yachi. J'ai été un ex-banquier. J'ai passé 20 ans dans le domaine des crédits. Actuellement, je représente la Fondation Création d'entreprise. Je suis conseiller dans l'accompagnement et la création des entreprises. Je suis là pour un peu vous dire que pour vous faciliter de contrôler l'acte de financement de la création des entreprises. Merci de vous avoir. Avant de commencer les questions, je vais d'abord commencer à poser une question à l'audience. Qui est étudiant ici? Si vous êtes étudiant, levez la main. C'est la quasi-majorité. Alors d'abord, c'est le moment de question pour un champion. Après vos études, là nous sommes dans un forum, rencontre étudiants-entreprises. J'en ai organisé beaucoup, j'ai participé à beaucoup, et je sais que beaucoup de personnes qui sont là ne voient pas forcément l'intérêt pourquoi ils sont là. Alors la question pour un champion, c'est, après vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Après vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Voyager, travailler, quoi d'autre? Alors, si on avait plus de temps, j'aurais fait l'exercice, mais en général, je pose cette question très souvent. 98% des gens, des étudiants, te disent je vais chercher un emploi, un cas de recrutement. Alors imaginez, ça c'est pas une imagination, c'est une réalité. Annuellement au Maroc, il y a 50 000 lauréats qui sortent de l'enseignement supérieur. 50 000, si on fait 98% de ces 50 000 qui cherchent un travail, la question existentielle c'est qui va les recruter? Qui va les recruter à votre avis? Qui? Silence. C'est ça la question. Personne. L'objectif de cette conférence, c'est déjà être conscient que chacun est responsable de créer son travail, d'abord. Travail plus un. Pas seulement le tien, mais aussi de quelqu'un d'autre. Fini le temps de se dire « Ah, mais il y a quelqu'un qui va me recruter, alors il y a quelqu'un qui va m'offrir du travail. » Parce que la personne qui va vous offrir du travail, si on se base sur le petit quota de 98%, 2%, en sachant que les années, l'année d'avant, l'année d'après, c'est d'un côté, c'est de l'autre côté, le marché est très très compétitif, en sachant que le marché du travail est un marché virtuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le toucher. Donc, très peu de personnes peuvent avoir le luxe d'être recrutées, et donc les autres, je vous conseille de ne pas attendre. Alors, sans plus attendre et faire attendre mon cher panel, je vais commencer par poser encore des questions. Alors, la première question sur le thème de la conférence, qui est l'environnement entrepreneurial, intelligent, durable et inclusif. Qu'est-ce que veut dire pour vous intelligent, durable et inclusif? Michel? Alors, je ne vais pas partir dans une définition littéraire des termes, mais par contre, si je prends l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un processus.
Et si on prend un processus qui doit être efficient, on peut très bien et légitimement se poser la question sur son innovation, puisque avec l'innovation, on crée de la valeur, c'est à partir de là qu'on peut se différencier et créer de la valeur. Donc il faut que ce processus soit innovant, sinon on va être dans la copie et ce n'est pas quelque chose de valorisant, que ce soit économiquement ou socialement. Durable, il faut que ce processus dure dans le temps, et inclusif, mais il faut qu'il contienne autre chose. Il faut qu'il contienne autre chose qui prenne en considération d'autres paramètres que, je dirais, l'acte capitalistique en soi. Pour moi, je schématise l'acte d'entreprendre en un processus qui doit avoir toutes ces vertus réunies. Merci beaucoup. Samy? Merci Aklan. Si tu me permets en fait de monter une première intervention en fait, par rapport à ça, je tenais déjà à féliciter ces jeunes en fait, qui ont organisé cet agréable panel et surtout cet agréable forum. La même fait, c'est sans exagération, j'avais gardé une excellente impression par rapport à ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, en fait, je pense que c'est une impression qui est partagée. Et d'habitude, quand quelque chose se passe très bien, on s'attend à ce que le maximum qu'on puisse faire, c'est d'atteindre le même objectif. Et cette année, j'étais encore une fois surpris. Surpris de voir que la qualité non seulement était à la hauteur, mais qu'elle s'est améliorée. Et sincèrement, je tenais à les remercier pour leur invitation et les féliciter. Je parle ici du comité organisateur, de l'administration, mais surtout en fait de toute l'équipe qui est derrière. Félicitations à eux. Et félicitations surtout pour être la seule école à avoir le haut patronat de Sa Majesté pour 2 ans d'affilée. C'est beaucoup d'honneur, c'est beaucoup d'honneur, c'est aussi beaucoup de confiance en vous, et c'est surtout une responsabilité d'être dans la continuité par rapport en fait, à la durée. Alors, pour répondre à ta question, Adnan, comme on a discuté tout à l'heure, en fait, on a un panel qui est très riche. Personnellement, j'ai commencé déjà à apprendre des choses, ne serait-ce qu'avec la discussion que nous eûmes en pré-briefing, avant le commencement et le panel. Mais, et je suis certain que vous aussi, vous allez apprendre énormément. Le point de départ, on parle en fait, il dit 2 mots-clés ici, comme tu l'as si bien dit, il dit le mot environnement et il dit le mot entrepreneuriat. Alors, j'ai envie en fait qu'on comprenne un tout petit peu, c'est quoi l'évolution par rapport à l'environnement, et c'est quoi l'évolution aussi qui est en train de se passer par rapport à la notion d'entrepreneuriat. Pourquoi c'est si important que ça? Pourquoi on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat? Elle est loi, on ne peut pas en fait vivre et survivre. Parce que tout simplement, aujourd'hui, l'économie, sans entrepreneuriat, elle disparaît. Là, au moins, elle rentre en récession. Maintenant, j'ai envie, en fait, avant de m'étaler sur le vivier de sujet, de comprendre là où il y a ensemble. Moi, j'ai pas, en fait, la prétention de dire que j'ai une dimension. Une dimension monde, les grands équilibres mondiaux, une dimension région, et quand je parle de région, je parle bien sûr Méditerranée, Europe, mais je parle surtout d'Afrique. Et j'ai une dimension Maroc, mon pays, qu'on a envie, et notre pays, qu'on a envie de voir émerger. Alors quand je parle des 2 mondes, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très intéressant. Très très intéressant. Il est en plein shift. C'est un monde qui recherche un nouveau modèle, de nouveaux équilibres. Les citoyens de ce monde réclament plus de liberté, plus de dignité, mais aussi plus d'aspiration au développement. C'est un monde où le shift de pouvoir classique est en train de se faire, mais le politique vers l'économique. Alors tout le monde en parle, tout le monde est d'accord avec ce constat, mais peu sont ceux qui vraiment adaptent leur structure à ce constat. Quand on vit dans un monde où l'économie prend le dessus, le meilleur moyen de faire de l'influence, c'est via l'économie. D'où l'enjeu qu'aujourd'hui a le Maroc par rapport à la diplomatie économique. D'où l'enjeu que nous avons aujourd'hui par rapport au fait de voir des entreprises marocaines devenir de grands groupes et des multinationales. Parce que c'est le meilleur moyen d'instaurer de nouveaux marchés pour notre pays et d'assurer une continuité de création de richesses. Je reviendrai sur notre richesse dans très peu de temps. Il y a un 3e point qui est très important. Le modèle de développement lui-même. Classiquement, quand j'établis ou je pose la question, et je suis avec Simagid, un ami depuis plus de 2 ans, Simagid, où la dernière fois qu'on s'est vu dans un panel, c'était un think tank, l'Institut international de géopolitique. Nous avions l'honneur d'être géré par Simagid. Et il y avait en fait des gens de plusieurs pôles, donc c'est des éminents en fait, économistes nationaux et internationaux. Et c'était la même question qu'on a aujourd'hui. Est-ce que le Maroc est un pays développé ou là en voie de développement? Alors j'ai envie de vous dire, mes chers amis, que la notion de développement, elle a changé. Classiquement, pour être un pays développé, il fallait être industrialisé, point barre.
Aujourd'hui, même les pays industrialisés ne sont plus d'accord avec ce constat-là. Aujourd'hui, c'est l'économie cognitive qui est en train de prendre le dessus. Aujourd'hui, si vous voyez les plus grandes puissances mondiales, ce qu'ils font le plus, c'est le conseil, juge de finance, l'ingénierie et le marketing. Même les plus grands groupes mondiaux et les plus grandes multinationales sont en train de se débarrasser d'une bonne partie de l'industrie dialogue. Je décris le nom comme industrie. C'est une industrie nécessaire quelque part pour avoir des emplois et créer des emplois locaux, et une industrie stratégique. Soit l'armement, soit la défense, soit les satellites, soit une industrie à forte valeur ajoutée. Mais ce qu'ils gardent chez eux, c'est l'économie cognitive. Si on veut se développer, mes chers amis, il ne faut pas suivre en fait le modèle des Wilberg, il faut suivre le modèle d'aujourd'hui par celui de demain, pour ne pas dire créer un nouveau modèle. Créer un nouveau modèle peut nous paraître quelque chose de très ambitieux. J'ai envie de partager avec vous une anecdote qui est arrivée il y a moins de 2 semaines. On avait la rencontre stratégique, la deuxième et la première que le Maroc organise, parce que la première a été organisée à Washington, dans les États-Unis, entre le Maroc et les États-Unis en termes d'économie. J'avais l'honneur d'être co-organisateur. Et j'avais le président d'un très grand groupe mondial, Jumel. Gelsin Alaoui, on est en train de discuter un tout petit peu. Et je suis fier de ce que le Maroc est en train de faire. On est en train de voir ensemble comment bâtir un leader au Maroc pour toute la région Afrique. C'est-à-dire que on essaie de travailler dessus, modestement. Et on n'a pas la prétention de dire qu'on a la science infuse, mais on travaille tous les jours. Pour ne pas dire les nuits aussi. Gelsin Alaoui, je suis fier en fait de ce que le Maroc est en train de faire. Et c'est vrai qu'on est en train de percer par rapport au modèle sud-sud, tout en restant ouvert à de nouveaux partenariats stratégiques. Mais vous avez créé un nouveau modèle sud-sud. Et il a raison. Parce qu'à y réfléchir, la coopération sud-sud classique, c'est des pays qui ont atteint un certain niveau d'industrialisation et de développement. Le Brésil, la Malaisie, la Kenya. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de nous développer nous-mêmes et de partager. Quand je lis le discours des deux souverains, qu'il a prononcé en Côte d'Ivoire, c'est un appel à un nouveau modèle de développement pour tout le continent africain. Basé non pas sur l'arrogance des colonisateurs d'hier, mais sur des compétences purement africaines. Parce que l'Afrique aujourd'hui, elle a compris qu'il fallait sortir de l'utopie. L'Afrique ne se développera jamais grâce à l'étranger. Elle ne peut se développer que grâce à elle-même. Et le Maroc est aujourd'hui regardé comme étant le modèle de ce développement. Et je ne vous parle plus en fait de choses utopiques, c'est des choses qu'on voit, de choses qu'on entend de la part des dignitaires étrangers, ministres, présidents, chefs d'entreprise. Alors la moindre des choses, c'est que nous-mêmes Marocains, et vous, jeunesse de ce pays, futurs leaders de ce pays, c'est que vous soyez inculqués, impliqués par rapport à ce modèle et que vous en soyez conscients. Parce que être un modèle, c'est une responsabilité avant d'être un luxe. Être un modèle, c'est entreprendre tous les jours en termes de technicité, en termes de développement, en termes de process et même de création de marché. Parce que l'innovation, elle n'est pas juste verticale, technologique, technique, marketing. Elle est avant tout la elle est avant tout, je préfère en fait attendre, si tu permets en fait, au moment du début. Et ça c'est un appel, parce que l'appel à la prière ou à la religion, pour moi le meilleur moyen de pratiquer sa religion, c'est l'application sur le terrain des valeurs. C'est une... Et c'est très facile en fait de prendre Haji ou une Gulsofo, etc. Le plus dur c'est d'être sur le terrain et de réaliser avec ses valeurs. Et ici, c'est un élément, ça n'était même pas en fait prévu dans mon intervention que j'ai envie de partager avec vous. Entreprendre, c'est aussi réaliser ses valeurs. Parce qu'entreprendre, vous ne subissez pas, vous créez. Si vous croyez en l'humain, créez votre entreprise aussi, un humain au quotidien avec vos valeurs. Votre fiche, vous voulez un etc. Il a des valeurs par rapport à l'écologie, à la protection de l'environnement. Soyez entrepreneur et créez de la valeur en fait avec ces valeurs. Le meilleur moyen aujourd'hui la réalisation de vos valeurs, c'est soit l'entrepreneuriat, soit l'intrapreneuriat. Alors, sans rentrer en fait dans ces deux définitions, je voulais en fait juste, si tu permets, parce que je sais que Nan et Dom a des définitions. Donc quand je vais lancer le nouveau terme, il va me demander en fait d'essayer de l'expliquer. Ça marche. Alors, je vais juste essayer en fait de continuer par rapport en fait, à la structure d'elle. On a essayé de dépeindre un tableau mondial. J'ai envie de faire un petit lien, avec les besoins de notre pays et les besoins de l'économie de la région. Parce que je préfère laisser un peu de temps pour ma deuxième intervention où je vais vous parler du passage à l'action, de l'entrepreneuriat en réel. Alors je me suis toujours posé la question de l'entrepreneuriat là, et là, ça constitue un facteur de blocage dans notre mentalité. Et je me suis réveillé, j'appartiens à une génération, à l'époque, il n'y avait même pas 2 ans, mais chaque fois qu'on parlait d'entrepreneuriat, parce qu'on en parlait aussi à l'époque, il faisait 30 secondes de la définition, au Chine, qu'est-ce qu'il y a le blocage.
n'est-ce pas? Et ça durait pendant longtemps. Et je réfléchissais depuis le temps, en fait, à c'est quoi les facteurs de blocage. Et je me suis rendu compte que c'est un facteur culturel. Je rejoins en fait ce que Sichani a si bien dit tout à l'heure. C'est un facteur culturel. Et là, je pense que nous étions un empire qui était ouvert sur l'Andalousie, sur le sud de l'Europe, sur la dimension africaine d'Iéna, sur l'Afrique du Nord, on y arrivait même en fait à l'Égypte, etc. Nous avions une capacité d'influence qui était énorme, etc. Mais chez nous, au cas où, au 19e siècle, nous n'avons pas réussi le cap de l'industrialisation. Au cas où, au 19e siècle aussi, le Maroc il a connu beaucoup de crises externes et internes. Il a en fait Taoun, the plague, il a connu en fait le jad, il a connu en fait la famine, il a connu en fait des problèmes liés aux intempéries, etc. Et avec l'augmentation de la menace extérieure, qu'est-ce qui s'est fait? Le khawf, c'est contraire à l'entrepreneuriat. Parce que quand vous parlez en fait d'entrepreneurs, vous parlez de gens spéciaux, vous parlez d'humains avant de parler d'autre chose. Vous parlez de gens qui sont capables de gérer le risque, qui sont capables de gérer les défis, qui sont capables de gérer la complexité, qui ont un besoin d'accomplissement supérieur à ce qu'on a d'habitude. Les entrepreneurs sont ceux qui fabriquent, qui gèrent le nouveau monde. Il y a un ami américain qui a une expression que j'aime beaucoup. C'est que there is those that engineers solutions and those that engineers the world. Il y a ceux qui font l'ingénierie des solutions, de produits, de services, et il y a ceux qui vont faire une ingénierie du monde. Et j'ai envie que vous apparteniez à ceux qui font l'ingénierie du monde. Alors, passons rapidement. La priorité, elle était pour le politique. On était dans une logique de contrôle, donc on n'était pas forcément dans une logique d'entrepreneuriat, etc. L'économie passait au deuxième, au troisième rang. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au Maroc? Alors aujourd'hui, ce qui a changé, c'est deux choses. La vision. Parce qu'on a un leadership qui est éclairé, on a un leadership qui a une vision qui est représentée par le souverain, et un souverain qui a mis en fait le développement de l'humain, du social et de l'économie au top des priorités des deux pays. Ce qui est le plus bel investissement qu'on aurait pu voir. Et aujourd'hui, en fait, quand on parle de développement, que ce soit de l'humain, que ce soit de l'économie, c'est encore une fois, c'est l'entrepreneuriat. Mais le facteur de blocage, en fait, il m'a dit aujourd'hui, alors que la population, elle demande à se développer, alors que la population, elle demande à créer de la richesse, parce qu'en son création de richesse, comme vous l'avez bien dit à CFL, elle est inhérente à la notion, en fait, d'entrepreneuriat. Et quand je parle de richesse, il y a une richesse financière, mais il y a aussi, tout à l'heure, c'est une richesse, en fait, qui est aussi liée à la création d'environnement. Ici, je réunis les deux. Je réunis, en fait, l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat social. Donc, la création de richesse, c'est le facteur de base, c'est la pérennisation de cette richesse. Mais ici, ce que j'ai envie, en fait, qu'on garde, c'est qu'il y a encore un facteur de blocage. Un facteur qui est le développement, etc. Mais il y a كيواتيك وجوهرة في الحيط ولا حجرة في الحيط ولا جوهرة في الحيط مازالت الثقافة مازال c'est une réalité. Et qu'est-ce que ça crée en fait sur le terrain? Ça crée les jeunes اللي تيخرجوا أول خدمة تيدخل على الكريدي ديال الدار 30 عام ديال الكريدي تيدخل أنه يلاه تيخرج il a investi en fait en plus ديال 30 عام ديال الكريدي ولا 25 ديال الكريدي une voiture pas mal de choses ماشي عيب la luxure ولكن peut-être إلا خدمناها واحد 5 سنين ولا 6 سنين on aurait pu financer ça sans le moindre crédit. Un crédit aujourd'hui qui vous enlève une bonne partie de la liberté d'action, bien comme surtout quand vous êtes jeune. En fait, peut-être ici il sera d'accord ou pas avec moi, mais c'est lui l'expert en fait en finance et je respecte l'expertise. C'est tu peux résumer. J'étais sur le point de conclure. J'étais juste sur le point de conclure en fait cette partie-là. Aujourd'hui, j'ai envie en fait de voir un petit peu le futur. J'ai envie de voir en fait comment on peut développer ce pays. Parce qu'on parle à des jeunes. Quand on a en fait un discours, on l'adapte à son public. Alors 90% des publics aujourd'hui, c'est des jeunes, c'est des étudiants. D'accord? Alors il faut réfléchir si on met les zones les plus porteuses d'État. Il faut sortir mais les sentiers battus, il faut sortir mais les sentiers terrassés. Et le point de base, c'est de voir un Africain. On est très très franc avec vous. C'est le marché le plus vierge, le plus à développer. Il n'est pas si vierge que ça, attention. Parce que alors, il y a des compétences en Afrique, il y a des gens qui sont très au niveau en fait compétences techniques, ou la savoir, etc. Mais par contre, il y a des choses à développer. Un africanisme, quand je vois en fait de quoi il a besoin, il y a un ensemble d'éléments. Et je ne vais parler que des éléments les en tant que Maroc, on peut apporter. L'Oulani, c'est l'agriculture, the food industry. Alors, il y a même l'agroalimentaire, on ne peut pas développer, on ne peut rien bâtir. Et c'est le continent qui est en train de connaître le plus de croissance démographique. Donc c'est l'enjeu l'Oulani. Un deuxième enjeu qui est très important, c'est l'enjeu de l'urbanisation. L'enjeu d'urbanisation, il est fondamental. Je parle en fait d'un vrai concept d'urbanisation qui n'est pas exclusif. Un concept
entier, ce qu'on appelle l'approche 360 degrés, le concept des smart cities. Et aujourd'hui, le Maroc est en train de développer un savoir qu'on peut exporter, pour ne pas dire qu'on a déjà commencé à exporter. L'Union d'Afrique est en train de faire un chiffre stratégique, là. Même 20% de la population, les Aïcha Fildina, 80% les Kina on est en train de passer de 80% Fildina. C'est ahurissant. Alors, il y a un avec l'enjeu humain, économique, il a affiré. Et là, beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de créativité, beaucoup de prise de risque. Ça, c'est les infrastructures. Je parle des ingénieurs. Les infrastructures, c'est la base du développement économique, mais aussi c'est la base du développement humain aujourd'hui. Parce que même quand je parle des liens d'acheter une belle initiative, parmi les axes fondamentaux, c'est le développement des infrastructures. Alors, je voulais dire que en fait, ça va pas, il y a 35 km, mais il y a des chemins de fer. Je voulais dire qu'on est un seul pays, on n'est pas connecté par route. Je voulais dire qu'on va faire une intégration africaine alors qu'on n'a ni port, ni aéroport, ni chemin de fer, ni route pour nous unir. Bêche, Bnia. Alors les infrastructures, c'est une base pour le développement économique et humain. Et le niveau de service, c'est le niveau d'industrialisation. Et on a des choses en fait à développer. Vous avez vu l'OCP qui est en train de s'installer aujourd'hui au Gabon pour bénéficier en fait des matières premières en fait, locales, pour bénéficier d'un besoin local et ainsi de suite. Ouais, des besoins en termes de services. Ouais, le point là, je vais juste dire deux mots parce que je préfère en fait le garder pour la fin. Le point de vue service est très important. Quand je vois la balance commerciale aujourd'hui au Maroc, on dit toujours que les déficitaires. C'est faux. Et les déficitaires, il faut les bien viser. Service, on est excédentaire. On exporte. Et j'ai envie de voir ça encore plus se développer. J'avais un souci il y a de cela en fait quelques temps, où à chaque fois que je voyais mon pays importer la même technologie que ça dans la Chine, il y avait des pensions. C'était un souci. Et pire que ça, quand je voyais que d'autres pays autour de nous ont besoin des mêmes savoirs, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'un savoir qu'on a importé aujourd'hui, on repaye pour le même savoir, la même ingénierie, la même étude, on devise, même par année, et on ne fait même pas de transfert de savoir de compétences. On n'exporte même pas ce savoir à d'autres pays de la région. Ici au Maroc. L'idée était simple, on a eu des partenaires de grandes entreprises qui m'ont suivi, j'avais exposé au secrétaire général adjoint de l'ONU. أنا ما عندي لا دراسات لا حتى شي حاجة. أمين تسمح لي. أنا عندي لا tâche la plus méchante. اللي هي. Je termine avec 2 mots. 2 mots. Avec 2 mots, parce que alors je préfère en fait garder la partie, comme ça on fait le déploiement de l'économie cognitive, la deuxième partie. Et je vous invite à écouter ces magiques s'intéresser parce qu'ils ont des choses très intéressantes à dire. Merci. Vous avez vu que c'est la tâche la plus difficile, le fait de modérer, surtout que quand le sujet est important, les gens sont passionnés. C'est magique, tout d'abord. Salamine est très passionné. C'est-à-dire on aurait pu le laisser tout seul, il aurait fait une conférence à lui tout seul. Je pense qu'il a suffisamment de choses à transférer. Je veux juste revenir un petit peu en arrière par rapport à la question qui a été posée. Et peut-être qu'au fur et à mesure, on va construire tout ça et je pense qu'on reviendra. Alors, on a parlé de croissance intelligente, durable et inclusive. Et le but, c'était de partager avec vous un peu ces définitions, parce que sinon, là, on va commencer à parler, vous allez sortir et puis on n'aurait rien retenu. Siamine a commencé à parler de l'intelligence, et ça, c'est une intelligence qui est allée très très loin. C'est-à-dire que déjà, le Maroc, au-delà de son développement, au-delà de son émergence, ce qu'il vise, c'est aussi à devenir le hub africain. C'est un positionnement. Aujourd'hui, le roi nous met la barre très haut. D'accord? Donc vous, les leaders de demain, il faut garder ça en tête. On y reviendra, ça, on ne va pas se précipiter dans les choses. Ça, c'est très bien, parce qu'un leader, c'est d'abord, et ça c'est très important, un leader, c'est celui qui partage avec vous une vision, qui vous dit où on veut aller, et qui va vous tirer. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être un pays qui a un souverain qui voit loin et qui n'est jamais à court d'idées. Donc il nous tire, il nous tire, il nous tire. Et en fait, vous allez voir que si on fait le bilan, et c'est ce que disait Amine, il y a plusieurs chantiers, et parmi les plus grands, il y a eu l'émergence, parce que vous parlez aujourd'hui d'émergence, etc. On en a parlé si Chani était là. L'émergence industrielle est importante, elle va nous tirer, mais Sa Majesté n'a pas oublié quelque chose de très important, qui est social. L'INDH, en 2005, a été lancé, je dirais même, de manière brutale.
brutal parce qu'il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas continuer. Et ce leadership nous a permis aujourd'hui d'être des leaders dans ce domaine-là et d'avoir un microcosme économique qui nous permet justement de dire oui, nous avons des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont capables de faire quelque chose. Et là, je vais revenir un petit peu à la notion de développement durable. Le durable. Vous avez utilisé le mot durable. Intelligent, je viens d'en parler, c'est la vision pour moi. L'intelligence, c'est d'aller vers des sentiers qui nous permettent vraiment de tirer le pays. Maintenant, le durable, ça, c'est une notion qui est plus, je dirais, sur laquelle l'ONU a beaucoup travaillé. Là, je renvoie un petit peu aux travaux de Rio, etc., de 1985, etc., sur la notion de développement durable. Ce qu'on retient du développement durable, deux choses. Un, c'est de produire et d'exploiter pour satisfaire nos besoins aujourd'hui, tout en n'oubliant pas qu'il faut encore satisfaire les besoins des générations futures. Ça, c'est très important. Avant, le paradigme de l'entrepreneur et de l'entreprise, c'était de faire du profit. Aujourd'hui, et ça depuis le discours de Kofi Annan 1999, on parle de développement durable, et donc on laisse à nos générations futures quelque chose. Mais le plus important, c'est la conséquence qui en sort pour l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise n'est pas là que pour faire du profit, elle est là également pour, économique bien sûr, elle est là pour faire du profit également pour son environnement. Et là, on parle des trois sources de développement, c'est l'économique, l'environnemental et le social. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de réveiller en vous, jeunes leaders de demain, cette notion de responsabilité sociale. Vous n'êtes pas là que pour apprendre, vous êtes là également pour tirer le pays, pour faire ce qu'on appellerait du développement durable, quelque chose qui va nous permettre de décoller. Mais on ne peut pas aujourd'hui, devant la fracture sociale qu'on voit tous les jours, être indifférent. Vous devez développer vos entreprises avec l'idée qu'il faut développer la communauté. Nous ne sommes pas là pour avancer tout seul. Vous êtes la crème des crèmes, comme a dit Madame la ministre ce matin, mais attention, la crème, il y a une responsabilité. Votre responsabilité est lourde. Dès que vous allez sortir de l'école, on attendra beaucoup de vous. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est réellement réveillant ça. Alors j'espère que si Adnan saura tirer un petit peu de nous ces éléments-là qui vont être la source du débat. Alors le terme inclusif, au fait, quand on parle de durable, automatiquement, inclusif pour moi, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens de côté. D'accord ? C'est le volet social. Comment faire en sorte à ce que nous puissions tous ensemble travailler de manière à tirer. Et là, tout à l'heure, on en parlera certainement, mais le volet Enactus, l'association Enactus que je préside, c'est justement réveiller en ces jeunes, leur dire attention, vous n'êtes pas là que pour faire, pour avancer dans votre réflexion, vous êtes aussi là pour tirer d'autres personnes. Et nos jeunes, lorsque la compétition a lieu, je vous assure que les idées ne sont pas ce qui manque, et notre jeunesse est capable. J'étais hier à 3 journées d'entrepreneuriat organisées entre l'OCP et MIT. MIT le fait à l'international, et cette année, elle a choisi le Maroc pour le faire. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a fait. L'OCP s'est positionné également pour les ramener. Et je vous assure, quand on a vu le projet, on n'a rien à leur envier. L'intelligence est là. Et je vous assure que les projets qui étaient là, c'est aussi des projets sociaux qui étaient là. Il n'y avait pas que le IT. À chaque fois qu'on pense innovation, on a l'impression que c'est juste l'intelligence, les choses qui sont à la pointe du progrès. Mais l'intelligence, c'est également être capable de tirer les plus démunis. Et ça aussi, c'est une intelligence qu'il faut développer. Merci Ismaël. Pour répondre à la question de croissance intelligente, peut-être croissance en termes macroéconomiques, c'est croissance de toutes les entreprises, mais microéconomique, c'est croissance d'une petite unité d'entreprise. On peut dire croissance micro, c'est entreprendre une petite entreprise. Entreprendre, c'est bien gérer. Alors,
L'entrepreneuriat, c'est tout d'abord un don. Génétiquement, c'est un don. Mais aussi, c'est un métier. C'est un métier qu'on doit apprendre, qu'on doit l'améliorer par l'entretien au quotidien, par la recherche de l'information, la communication. Entreprendre, c'est un acte entaché de risque, mais on dit que qui ne risque rien ne perd rien. Donc, vous, lauréat, vous serez demain, Inch'Allah, en face d'un problème. Qu'est-ce que vous allez faire après votre diplôme? Soit vous allez chercher un travail au privé, soit vous allez chercher au public, soit, troisième choix, c'est travailler pour soi-même. Bien sûr, travailler pour soi-même, c'est créer son entreprise. Cet acte d'entrepreneuriat nécessite une formation, nécessite un accompagnement, nécessite le besoin d'autrui, le besoin de connaître le marché, le besoin de connaître ce qu'on va faire, tout simplement. Donc, je dirais que l'acte d'entreprendre n'est pas facile, mais c'est pas difficile. Et pour répondre à ces amis, ceux qui suite à l'embauche, ils prennent un crédit de 30 ans. L'esprit d'un salarié n'est pas celui de l'entrepreneur. L'esprit d'un salarié, comme vous savez, ce sont des Marocains. Alors, 25 ans à 26 ans, on nous dit il faut se marier, il faut se bouger, on est consommé, chaque jour, c'est une fois qu'elle joue, voilà, avec le salaire, on ne peut pas économiser le montant du bien. C'est 1 million de dirhams, 500 000, 600 000. Donc, on ne peut pas économiser pour le bien. Donc, en s'engageant des crédits, mais l'esprit d'entrepreneur, l'entrepreneur, normalement, il n'attend pas le salaire. C'est un revenu qui est un revenu variable. En fin d'année, on parle pour le salarié. En fin d'année, on parle d'épargne, mais pour l'entrepreneur, on parle de revenu. Et l'épargne de l'entrepreneur n'est pas l'épargne du salarié. Donc l'entrepreneur, il peut louer et attendre 4-5 ans pour lui et avoir un GP. Alors, parlons de la durabilité. Normalement, dans l'acte d'entreprendre, l'entreprise, il est chez nous au Maroc, c'est, selon les statistiques qui existent, 75% des entreprises finissent par périr au cours des années. Donc, assurer la pérennité, c'est chercher l'information, rester à l'écoute de son environnement, connaître son marché et bien gérer, tout simplement. Et merci. Alors, ce qui vient avec ce premier round, c'est qu'on a répondu à la première et à la deuxième question que je n'ai pas proposée, qui était par rapport à l'environnement de l'État actuel. Donc, on a eu un beau paysage par Siamine, complété par Simagid par rapport à ce qui se passe. Alors là je reviendrai par Sismaïli, la dernière chose dont il a parlé, il y a le fait de créer et de prendre conscience et de développer d'être entrepreneur. Donc là, la question que je vais poser, c'est comment développer le fameux esprit entrepreneur. En partir des langues, c'est important, parce que si vous parlez d'entrepreneur, si vous partez de choc, ils disent rien là. C'est des choses qui sont différentes. Le commun des mortels, quand on dit Bukhari, il dit Al-Bal ou Shkara, alors que là, c'est des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc la question essentielle à poser maintenant,
à mon cher panel, c'est comment développer ce fameux esprit d'entrepreneur, surtout, là je ferai beau, comme a dit Annie, par rapport à l'ingénieur dont on est là. C'est Jeanne, je vais y aller. Alors, selon les Jeanne est un entrepreneur et en plus un vrai d'école. Alors, Hicham, depuis ses études, mon prénom c'est Eldad, il a toujours été le premier à passer le même au je planche le premier aussi. Effectivement, le premier lauréat aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut commencer par la culture. Et comme l'a dit Sergi, c'est la première pierre à poser et c'est le travail que vous faites à travers Inactus. Je pense que c'est un travail qui est aussi très important. Il faut aller chercher, pas l'idée de demain, mais il faut aller chercher les entrepreneurs de demain, les sensibiliser à la noblesse de cet acte, parce que c'est un acte qui est quand même citoyen, même si on ne prend pas la dimension citoyenne dans l'acte d'investir, d'entreprendre, on crée de facto, on crée un certain nombre d'emplois autour, et c'est un certain nombre de familles qui sont créées. Et donc, de toute façon, même si on n'en est pas conscient, on est citoyen dans cet acte-là. Maintenant, l'acte d'investir, c'est quelque chose qui est, je dirais, accessible à tout le monde. Le processus, on peut se réveiller du jour au lendemain et dire j'ai une idée, j'investis, je trouve les moyens et je commence à travailler. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je ne suis pas de ceux qui conseilleraient même à nos ingénieurs de sortir et d'attaquer l'entrepreneuriat de face, parce qu'il faut s'armer. Et pour s'armer, il y a la partie dont j'ai parlé il y a quelques secondes qui est des tensions. Il faut s'outiller. Il faut avoir les outils nécessaires pour pouvoir investir, parce que c'est pas que de la technique, c'est de la finance, c'est du juridique, c'est de la gestion des hommes, c'est un environnement qui est multidisciplinaire et il faut avoir un minimum de compétences à développer qui sont au-delà des compétences techniques ou théoriques qu'on peut acquérir au sein, je dirais, à travers un parcours universitaire ou dans une école d'ingénieur. Donc, je dirais, voilà, il y a la sensibilisation, après il faut aller vers un peu de pratique, il faut aller faire, aller dans des grands groupes, à la limite, il vaut mieux choisir ceux qui ont la structure qui va permettre de nous tirer un petit peu vers le haut, parce que qui vont nous oppresser, ne pas nous laisser développer un petit peu, je dirais, nos compétences. Et quand on a l'idée, parce que entreprendre, c'est aussi avoir la bonne idée qui répond aux bons besoins et au bon moment. Donc quand on a la bonne idée, qu'on a devant nous un premier marché, il faut aussi savoir un petit peu prendre le risque. Et prendre le risque, c'est l'autre dimension. Et là, c'est inhérent à chacun. On n'est pas tous égaux devant cette composante. Il y en a qui sont un peu plus conservateurs que d'autres. Et malheureusement, on a une composante culturelle qui est un peu plus conservatrice que dans d'autres, je dirais, dans d'autres pays par rapport à cette dimension qui est celle de la prise de risque. Moi-même, je vais rester un petit peu fidèle à ce que j'avais promis à nos chers étudiants quand ils m'ont contacté pour intervenir. Je leur ai dit, voilà, je ne vais pas théoriser, je vais donner mon point de vue à travers mon expérience personnelle. Moi-même, personnellement, quand je dis à mon père, par exemple, aujourd'hui j'ai une masse salariale de temps, il me dit, mais t'es fou, c'est pas possible. Et là, on est dans comment tu peux investir tant d'argent sur du service, sur quelque chose qui n'est pas tangible. Vous voyez, donc on a une dimension culturelle qui fait qu'on est parfois même pas encouragé par l'environnement proche. Voilà pour moi un petit peu la synthèse de ce qu'il faut sensibiliser, il faut s'armer, et quand on a la bonne idée, il ne faut pas hésiter à prendre le risque, si on en a envie. On n'est pas tous entrepreneurs, mais si on en a envie, on a la bonne idée, à la première opportunité, il faut sauter le pas, il faut sortir de la zone de confort. Souvent, quand on est salarié, effectivement, on a cette zone de confort. Par contre, ce que je conseillerais, comme il l'a si bien dit Sergi, il ne faut pas se lier les bras par effectivement des contraintes financières, parce que prendre des crédits, c'est aussi ne pas pouvoir sortir de cette zone de confort quand on a besoin de lancer son entreprise et prendre un petit peu le risque de... Voilà, on peut prendre le risque d'abandonner un salaire, mais si on a un crédit derrière qui va revenir par des poursuites judiciaires derrière, c'est quand même pas très agréable à la vie. Donc, pour ceux qui ont déjà cette idée d'entreprendre qui commence à émerger dans leur tête, allez dans des groupes qui vont vous permettre de vous former
et non pas vers celui qui va vous donner le meilleur salaire. Allez dans des entreprises qui sont en création, parce que c'est dans cette phase de création où on apprend beaucoup de choses. Si vous partez dans un poste où vous allez exécuter une tâche qui a été déjà prédéfinie dans un processus élaboré par un certain nombre de gens qui ont déjà le bon sens suffisant pour vous faire exécuter une tâche qui est répétitive, vous n'allez pas apprendre. Vous passerez 10 ans ou 20 ans, mais vous n'aurez pas l'expérience qui vous préparera à cet acte d'entreprendre dans des conditions de risque maîtrisées. Je laisserai un petit peu là. C'est comment passer à l'action. Juste pour l'information, les questions du cours se fera après la question concernant la raison à septembre. Donc c'est comment passer à l'action. Merci Adnan. J'ai combien de temps là? Théorie ou la réelle? Réelle. Je ne change pas dans 7 minutes. Maximum. Alors, j'ai adoré en fait les interventions de nos amis et ça m'a inspiré pour répondre par des tirés automatiques. Alors, je suis d'accord à ce Majid. La durabilité est un enjeu réel. Et c'est un enjeu critique, sine qua non pour le Maroc, tout simplement parce qu'on ne dispose pas des mêmes ressources que d'autres. Camille, on sait que la première ressource, c'est le Marocain, c'est la ressource humaine. Je me rappelle, il y a 2 ans, une émission de la télé marocaine, par l'aéroport, que vous devez connaître. Où la vraie richesse au Maroc, c'était la richesse humaine. Tout le monde regardait avec des yeux comme ça. Heureusement qu'aujourd'hui, là, c'est devenu une vraie priorité. Notre richesse, c'est vraiment la richesse humaine. Et c'est l'humain qui crée l'innovation, c'est l'humain qui fait l'ingénierie, c'est l'humain en fait qui crée la valeur financière et le marketing. Et ça rejoint le concept bien de base, et ouais, le marketing cognitif, plutôt l'économie cognitive, l'exclusion. Et l'économie cognitive, elle me permet d'introduire un point fondamental de l'exclusion. Et voilà la tangibilité. On est toujours dans cette logique de tangibilité. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a la plus grande voiture, qui a la plus grande villa, et qui a des hectares à côté. On a besoin de quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut voir. Mais la logique aujourd'hui dans le monde, c'est le contraire qui est en train de se faire. C'est le haut du bilan qui est en train de prendre le dessus. Je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Ce qu'on appelle le goodwill. Et le goodwill, c'est le branding de l'entreprise et ce qu'elle dispose, ce dont elle dispose en tant que brevet. Alors c'est ça la réalité aujourd'hui. Alors vous vivez en fait, ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est de modèles, oui, mais d'un modèle pluridimensionnel, parce que vous écoutez une ancienne génération qui a raison, selon son propre paradigme. Tu vous vivez dans un nouveau paradigme, l'intangibilité dès qu'il prend le dessus. Donc s'il vous plaît, focalisez-vous sur ça. Focalisez-vous sur la dimension de l'économie cognitive, parce que croyez-moi, dans 5 ans, dans 10 ans au moins, au maximum, le classicisme sera développant et égal à l'économie cognitive. Et c'est la R&D. C'est des gens comme CFP qui ont fait le choix. Après, de sortir des multinationales, vous avez une très très bonne carrière, et de monter leur propre structure qui elle-même est basée sur le service, donc l'intangibilité. Alors, ça ne veut pas dire vous jeter directement, attention, ou elle est bâtissez. On vous a parlé tout à l'heure d'intrapreneuriat. Si vous me permettez de partager avec vous, pour rester dans le même état d'esprit, ma modeste expérience, j'ai commencé à travailler très très jeune, donc j'étais accepté des 3e cycles, etc. Et j'ai intégré un programme à l'époque, la finance, une banque mondiale, pour faire la lutte contre le blanchiment d'argent. C'était le top du top, juste après le 11 septembre, etc. Donc tout le monde avait investi dans ça. 3 mois après, j'étais débauché par une autre entreprise, une multinationale. C'est le directeur général adjoint. J'ai fait 4 ans, 6 mois avec eux. Et un programme d'élite. Les gens que j'avais en face de moi, c'était le major, je dis bien le major de promotion de l'University of Beijing, de Pékin. C'était des gens qui ont fait la physique nucléaire, c'était des gens qui ont fait de grands programmes en fait, internationaux, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Aujourd'hui, c'est un groupe parce qu'on a des obligations par rapport à nous-mêmes et par rapport à d'autres personnes. Alors rapidement, passage à l'action, parce qu'il nous reste quelques 4 minutes ou 5 minutes. Automatiquement, vous êtes qui m'avez en fait, vous êtes une école d'ingénieur. Et je n'ai pas pu m'empêcher de voir que la plus forte valeur ajoutée qui a été créée en dehors, grâce en fait aux pépinières, aux incubateurs, etc., c'était des universités. Alors je suis contre, pour le dire en fait très clairement, je suis pour le développement, je suis pour tout ce qui est outils de soutien, pour les incubateurs, pour ce que la PME elle est en train de faire, l'Agence nationale de promotion de une entreprise, pour tous ces programmes-là. Je serai toujours contre l'assistanat. Entrepreneuriat ne partira jamais avec l'assistanat. La logique française, et vous connaissez le modèle français aujourd'hui, et sa catastrophe économique. On n'a pas envie de subir la même chose. On est en train de développer un modèle qui est ambitieux. Là, restons dans ça.
Ceux d'entre vous, j'adore faire des métaphores qui sont simples, ceux d'entre vous qui ont vu le film 300, qui parlait en fait des Spartans, dans le feu de l'action. Sans rentrer dans cette approche qui est un peu excessive, mais c'est dans le feu de l'action qu'on apprend le mieux. Alors ça, on se rasait avec le bureau, on montait la cravate avant tout le monde, parce qu'on était heureux d'être le jeune manager, le jeune coordinateur, le jeune directeur général. Pour être fier d'être celui qui a réalisé ça. C'est là où on a appris le plus. Vous pourrez toujours faire ça. Même si vous pourrez toujours courir 15 ou 20 km. Alors c'est dans le feu de l'action. On peut vous théoriser autant que vous voulez. Mais il y en a qui touchent le tirant, on ne touche, on ne touche pas qui veulent. J'ai à ma droite en fait une grande DRH où j'avais avec moi en fait c'est Ami total Madame Jar ou c'est Ami en fait qui est aussi un DRH des plus excellents au Maroc. Où je vais vous dire la même chose. C'est dans le feu du terrain qu'on apprend le mieux. J'ai travaillé avec des gens qui étaient des officiers l'armée au Kharjoum. C'est le Makari Management, c'est Makari Ingénierie. Mais par contre, quand tu lui donnes une mission, tu trouves en fait qu'il la réalise. Je parle d'entrepreneuriat, c'est le même état d'esprit pour un entrepreneur. Parce que les caractéristiques de base d'un entrepreneur, c'est que it's a resourceful person, c'est quelqu'un qui a des ressources internes. Mais tu vous un blocage, mais j'ai envie de vous le dire clairement. Il y a deux races de gens. Il y a celui qui veut un blocage qu'est-ce qu'il va faire? Il réfléchit à sa success story, à ce qu'il va raconter à ses petits-enfants dans 20 ans, dans 30 ans. Elle a fait tel et tel et tel blocage et pourtant j'ai réussi avec brio et je suis ce que je suis aujourd'hui. Ou un autre, أول blocage كيبقى فيه السبة تيقول لك انا درت وما عاونونيش انا درت وما لقيتش s'il vous plaît soyez de la première catégorie parce qu'elle est très importante, c'est un état d'esprit et je pense qu'elle est claire aujourd'hui. C'est une orientation africaine, partenariat sud-sud, mais aussi avec des partenaires solides, mais avant tout علاش لينا نحكوا على بكم ما كاينش اللي يسمعكم توقفوا علاش بكم كل شيء تحترمكم et c'est ce que j'ai envie en fait que vous le compreniez. Nous ne sommes les grands ne sont grands que lorsque vous êtes à genoux d'un mot. Un bleu comme un autre pour créer et réaliser la valeur et on ira très très loin. Même à l'intérieur des multinationales, si tout loin, vous aurez plus de capacité de décision, de capacité d'impact sur votre pays. Quand créer ton entreprise, tu auras une plus-value réelle. Mais la culture, ce n'est pas juste ça. C'est la vision. Ces ténières, c'est des êtres humains. C'est des femmes et des hommes avec des compétences particulières. Je crois en voir autour de moi parce que je vois des yeux qui brillent. Et la brillance, ce n'est pas juste un signe d'intelligence, c'est un signe d'effervescence, d'énergie, de volonté. Et c'est ce dont on a besoin. بغينا الناس اللي بغات تطلع لبار. بغينا الناس اللي بغات تطلع لبار على ولدها، على ولد عائلتها، على ولد بلادها. على ولد leurs petits enfants. Je l'ai dit la dernière fois quand j'étais en fait avec Kenitra. Que le moment où vous êtes مسؤولية ماشي غير par rapport à vos enfants et vos petits-enfants, ماشي غير par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à vos parents et vos grands-parents اللي كانت عندهم une frustration عباد الله، ما كانش عندهم l'occasion اللي عندكم اليوم de voir leur pays émerger autant. حرام تضيع l'occasion, حرام. C'est une réalité. Sans applaudissements, vous voyez ce que je dis, ce que je fais, je le dis du cœur. Et je ne parle que de choses en fait qu'on travaille. Ce n'est pas en fait un objectif de PR ou de quoi que ce soit. Alors ce qui compte pour moi, comme le docteur s'imagine tout à l'heure, c'est que vous écoutez, c'est le projet, qu'on échange ensemble. Si on peut influencer uniquement 10 ou 20 personnes positivement, on a réussi. Mais soyez dans la mission de l'élève. C'est pour ça que je n'aime pas afficher les titres et tout le reste. En fait, quand je suis dans un cadre professionnel, je suis dans un autre état d'esprit. Mais là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un exemple qui est très très simple, parce que vous pourriez toujours vous poser la question, ok, lui il a travaillé dans le monde multinational, il a accumulé de l'argent, il a accumulé de l'argent. Non, moi j'ai choisi en fait de rentrer dans ce pays, alors que j'étais top de la carrière. Alors avec un très très grand salaire, avec des contacts incroyables, etc. Mais je suis rentré parce que je crois en ce pays, ou je crois en vous, parce que le pays c'est vous aussi. Aussi que la composante certaine, il y a des valeurs. Donc, vision, être humain et valeurs. Mais l'idée derrière à l'époque, en fait, quand je suis rentré, j'avais recommencé à travailler pour une grande boîte, en fait, leader mondial d'infrastructure, etc. Et je me suis dit, okay, c'est incroyable, on a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi on ne se développe pas? Je sais que le point de départ où je pouvais influencer, c'est la question des infrastructures, je pouvais travailler dans la logistique, l'énergie, les domaines où j'ai une expérience qui est de liège. Mais j'ai choisi de travailler avec l'ingénierie, parce que c'est la plus dure. Parce que c'est celle des achats qui font une fonction, je ça comme un certain, t'imagines, dresser, c'est parce que l'ingénierie, dès que tu as c'est les autres qui ont le savoir. Et j'ai eu développé un petit concept. Alors, parce que je suis un management pour nous, il y a un acte, parce qu'on avait déjà travaillé sur un projet ensemble. Il y a
partie des composants pour Tarazo. On a trouvé en fait des partenaires des entreprises. Aujourd'hui, on est en train de passer en fait la réalité. Aujourd'hui, on est en train de bâtir le leader mondial d'ingénierie. On est en train de bâtir le leader africain et méditerranéen au Moyen oriental. Et on est en train d'exporter le savoir-faire marocain. On est en train de transformer le pays en un importateur de savoir-faire technologique en un exportateur. Qu'est-ce qui a changé? Quand vous réfléchissez en tant que soumis, alors vous serez toujours des soumis. Quand vous réfléchissez en tant que leader, il faudra l'être, vous allez travailler ainsi. Et on a même inversé la logique. J'importe une technologie pour $1 million, je pense à qui je vais la transférer dans 10 ans. Au Khanbi, à l'hôtel $500 000, j'ai fait $4 millions de différence. Et mon pays il est devenu indépendant, caché avec un corps. Avez-vous compris en fait ce que j'essaie en fait de vous passer? Alors c'est le chemin de tête en fait me suffit. Je vous remercie, je reviendrai tout à l'heure. C'est Majid, Soddon. Si Amine me met toujours la barre très haut, je sais pas pourquoi. Chaque fois il. C'est des micros, c'est vrai. C'est bon. Si Amine me met toujours la barre très haut, il est passionné, vous le découvrirez avec. Moi, je suis plutôt le calme, mais j'espère qu'il y a de l'énergie dans ce calme. Ce que je voudrais, et peut-être que ce que je vais présenter, ça sera, on n'a pas prévu, mais en fait, ça canalise son énergie. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu le travail que l'on fait dans le cadre d'Enactus pour justement mettre en place cette culture. Le problème est une question de culture. Le Marocain, par définition, je vais dire des choses que tout le monde connaît, le Marocain va toujours parler de c'est jamais sa responsabilité. D'accord? Donc c'est toujours les autres, c'est jamais lui. Quelque part, il se dédouane de tout ça. Au fait, le Marocain a aussi des valeurs. Et ces valeurs-là, malheureusement, avec le temps, nous les perdons. Or, nous avons de grandes valeurs. Et c'est ça. Un des messages que je passerai, c'est de revenir à nos valeurs solides pour revenir à quelque chose de solide. L'entrepreneuriat, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais c'est avant tout une façon de voir les choses qui est différente du casanier qui lui est administratif, on a besoin de quelqu'un qui réfléchit. Or, l'entrepreneur, on va le trouver dans des écoles comme les vôtres. Même s'il ne lance pas des projets pour lui-même, on en a besoin, vous allez avoir une conférence sur l'intrapreneuriat. Nous avons besoin, même quand on est à l'intérieur de l'entreprise, avoir des jeunes capables de sortir du volet administratif. Je dirigeais par exemple l'Office national des pêches, et j'étais dans une logique de restructuration, mais de vision. Je ne pouvais pas faire de la vision avec les gens qui étaient dans l'administration, qui étaient logique administration. Il fallait créer des business units qui permettaient justement de sortir de ces éléments. Alors revenons un petit peu à cet élément d'Enactus. Enactus, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Essentiellement, c'est de voir en ces jeunes-là et faire sortir de ces jeunes-là, qui sont vous, sortir en vous ce qu'il y a de fort en termes d'entrepreneuriat. D'accord? Donc, la culture de l'entrepreneuriat, on l'injecte dès le départ. Alors aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de voir les jeunes d'Enactus qui ont fait un bon travail, mais malheureusement, ils ne sont que 43. J'avais demandé combien vous êtes, Flécom, ils me disent 1000. Le pourcentage est vraiment trop faible. Il y a quelque chose qui m'inquiète. D'accord? Soit le concept est mal passé, et je profite aujourd'hui de ma présence pour bien le faire passer, bien le distiller. Parce que c'est un concept très fort et qui est capable, je vais vous donner les raisons. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement au directeur de l'institution. Et vous allez comprendre pourquoi je vais dire ça. Alors, revenons d'abord aux principaux éléments. Là, ce qu'on veut, c'est avoir des jeunes où ils ont un sens du leadership. D'accord? Ça nous manque énormément. Le deuxième, c'est d'en faire des jeunes innovants et entrepreneuriaux, capables d'avoir cette idée de l'entrepreneuriat. Je n'attends pas, je fais, je vais et j'avance. C'est ce que disait Amé tout à l'heure.
Il faut que vous ayez sur le terrain. On apprend sur le terrain. Et bien, ce qu'on fait, c'est du learning by doing. C'est-à-dire qu'on apprend sur le terrain. Et le troisième élément qui est crucial, et sans ça, c'est la principale valeur, c'est l'éthique. Parfois, on l'oublie. Nous sommes en train de déraper au niveau du Maroc. Autant on fait des grandes avancées avec Sa Majesté, autant au niveau de l'éthique, nous faisons de grands pas vers l'inconnu. Très, très important. Très important. Je suis même allé à donner un cours de ce qu'on appelle la business ethics. Tellement je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Les jeunes, quand ils sortent, ils se disent, je vais faire, pour avoir des appels d'offres, je vais donner de l'argent. Je vais faire ci, je vais m'intégrer dans le système. Et donc l'entrepreneuriat chez le jeune. Il se dit, bien sûr, il donne, je vais prendre. Faites attention. Il n'y a qu'un seul qui va gagner un marché. Donc, donner de l'argent ne nous mènera nulle part. L'éthique est au centre. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Alors, je vais revenir un petit peu à la notion de durabilité et revenir m'adresser au directeur général de cette école-là. En 2000, disons 1999-2000, le Kofi Annan avait lancé son fameux discours sur la durabilité, sur le développement durable. Et il avait parlé bien sûr de ces notions d'économique, d'environnemental et de social. Et au fait, ce que ne savent pas, et savent très peu d'écoles le savent, c'est que on a sorti en même temps qu'on a sorti les principes de responsabilité sociale de l'entreprise, l'ONU a également sorti les 6 principes, donc les 10 c'est pour l'entreprise, mais il y en a 6 pour les écoles. Les écoles qui forment les leaders de demain. On leur dit, vous avez une mission, et c'est une mission de développement durable. Et voilà comment ça se... Et c'est ce qu'on appelle les PRME, Principle of Responsible Education Management Education. PRME, ça veut dire, voilà les principes pour une éducation des futurs managers. Et au fait, l'ONU axe l'éducation autour du learning by doing. Vous allez sur le terrain. Il faut apprendre sur le terrain. Et c'est pour ça que Enactus devient importante. Je le dis, je vends un petit peu mal, mais ça peut être une autre association. Mais l'essentiel, c'est que les étudiants doivent sortir et aller sur le terrain. C'est bien de rencontrer des entreprises, c'est très bien, mais quand ils le font, les étudiants, ils le font parce qu'ils veulent être intégrés dans l'entreprise. C'est pas ça ce qu'il faut. Il faut aller aussi apprendre. On a besoin de jeunes entrepreneurs, innovants, ils réfléchissent différemment. Alors, au Maroc, nous avons réussi aujourd'hui à avoir un réseau de 60 universités, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. 60. Un tiers, à peu près. D'accord? Donc, votre âme sera là en tous les cas pour réellement inspirer ces jeunes à intégrer. Il faut qu'on ait des équipes de 100, 200, parce que le Maroc a besoin de... C'est pas pour moi que vous le faites. Vous le ferez pour le Maroc et pour vous-même. Vous allez apprendre en le faisant. Donc, et en plus, le réseautage est international. Nous avons 40 pays où Enactus existe. Et donc, nous avons un réseau de 62 000 étudiants. Et c'est les futurs leaders de demain. Ils vont se rencontrer. Ils se rencontrent aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ils sont en train de parler, d'échanger, d'innovation. Ils apprennent tous les jours, tous les jours. On n'a pas besoin de leur apprendre des choses. Les jeunes, donnez-leur le cadre. Une fois qu'ils sont dans le cadre, ils apprennent. Tout ce qu'on leur demande, c'est de changer de paradigme, de ne plus réfléchir comme ce que disait Amine, il faut casser, il faut qu'on casse. C'est bien, il y a des gens qui vont être dans l'administration, on a besoin de monde partout. On a besoin d'une bonne partie de vous, jeunes de demain, leaders de demain, des jeunes qui cassent la baraque, qui voient différemment les choses, pas comme faisaient nos parents. Parce que nos parents ont besoin qu'on aille vers quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour notre pays. Merci. Vous pouvez passer à l'action vous êtes un homme de terrain. Votre objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Alors, toujours mes réponses sont techniques et très liées à la question. L'acte d'investir, c'est d'abord oser. C'est oser risquer. Il n'y a pas risque zéro. Il y a toujours un risque quelque part.
Ça commence, l'acte d'investir, ça commence par une idée pour se concrétiser un projet. Un projet, en quelque sorte, c'est vendre un bien ou un service. Vendre un bien ou un service, c'est déjà qu'il y a un besoin. Donc, une entreprise, il vend un bien ou un service là où il y a un besoin. Tout simplement. S'il y a un besoin, réussir l'acte d'investir, c'est d'abord étudier le marché où on va s'implanter. Normalement, alors, toujours mes questions sont d'ordre technique et précis. C'est en dehors des mœurs, en dehors des cultes, en dehors de la société, des règles sociétales. Normalement, ce sont des réponses techniques. Étudier un marché, ça commence par l'élaboration d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires, ça va nous permettre de connaître le projet, de le connaître sur le plan économique, sur le plan technique et sur le plan financier. Avant de chercher un partenaire ou un bailleur de fonds, on doit élaborer un plan d'affaires ou un business plan pour mieux connaître le projet, pour le saisir, pour le comprendre et pour savoir est-ce qu'il est rentable ou il n'est pas rentable. Normalement, donc l'acte d'investir, c'est oser et c'est risquer et c'est élaborer un plan d'affaires pour réussir l'acte d'investir. Merci Saïd. Nous avons pour objectif de finir à 13h45. Il nous reste une vingtaine de minutes. Ce que je propose, c'est de prendre une dizaine de minutes pour avoir des questions très précises. Je vais les gens à chaque fois que vous voulez poser des questions. Et après, le panel aura aussi une minute pour pouvoir répondre et surtout clôturer, sortir avec des actions précises. Oui. Questions. Micro quelque part, s'il vous plaît, l'organisation, il y a beaucoup de ici. Option. Le clientisme, le manque de transparence, l'accès à l'information, aussi le manque de formation, parce que pour être entrepreneur n'est pas suffisant. C'est-à-dire être motivé, mais on n'a pas une bonne formation pour bien mener notre entreprise, surtout dans les débuts de création d'entreprise. Et une autre question, c'est concernant le business plan. Pour le monsieur, c'est comment effectivement rédiger et mettre en place un plan d'affaires, bien un plan stratégique pour l'entreprise. Merci. On prend trois autres questions, comme ça pourrait être pratique. Bon, responsable marketing et communication de GPC Action. Bon, sur toutes les présentations que j'ai entendues, on parlait de l'acte d'investir comme un acte solidaire. Or, les meilleurs entrepreneurs sont des entrepreneurs qui savent s'entourer. Alors l'acte d'entreprendre, c'est un travail d'équipe. Et ça veut dire les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui savent s'entourer des meilleures compétences humaines et qui ne rentrent pas dans le petit jeu que la plupart des Marocains font, de se comparer à son employé, je suis meilleur que lui, etc. Mais au contraire, l'entrepreneur doit savoir tirer profit des compétences qu'il réussit à s'adjoindre. Et l'ingénieur, du point de vue managérial, en tout cas au niveau du Maroc, il a beaucoup de lacunes, beaucoup de connaissances qu'il doit faire. Il y a les gestionnaires, alors le couple ingénieur-gestionnaire est indispensable pour l'acte d'entreprendre. Et pas seulement. Alors, l'acte de l'entrepreneur solitaire est pratiquement voué à l'échec. Alors, dans ces conditions, l'acte d'entreprendre est avant tout de savoir travailler en équipe et d'avoir assez d'humilité pour savoir s'adresser à des experts dans leur domaine. Parce que dans un environnement mondialisé où
c'est une compétition des compétences. Bon, c'est un leurre que de dire qu'un jeune fraîchement émolu d'une école d'ingénieur ou de managériat va être capable d'être un entrepreneur qui réussit. Et merci. Merci. Une autre question. Alors, au fond, d'abord, monsieur, au fond, au fond. Bonjour. Vous avez dit pas d'introduction, mais je vais rebondir sur ce que a dit monsieur. Par rapport au fait de bien s'entourer, il faut un couple ingénieur-gestionnaire. Il y a des exemples de par le monde où un ingénieur, technicien pur, pouvait créer une entreprise assez viable. Là, les ténors du marché de l'informatique sont des ingénieurs purs. Ils se sont entourés en croissant de gestionnaires, c'est vrai, mais au départ, ils se sont lancés à l'aveuglette et sans vraiment avoir un soutien d'un point de vue compétence managériale. Ça par rapport au rebondissement. Moi, je voudrais poser une question sur ce que Sihamine a dit tout à l'heure par rapport à se diriger vers l'Afrique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire au Maroc, alors pourquoi se diriger vers l'Afrique? Est-ce que ça ne serait pas plus viable pour une entreprise de se concentrer sur le marché marocain, surtout les entreprises qui opèrent dans le tangible, et développer leur activité au niveau national avant de se diriger vers l'international, vers l'Afrique. Voilà. Merci. Oui. Des étrangers, de ce côté, voilà. 1 minute 30, 2 minutes maximum par rapport aux questions. Si Ismaël, si vous voulez commencer. Ismaël. Alors, pour répondre à la question des plans ou plans d'affaires, nous informons que la République Zakaria lui-même proposé de dispenser aux doctorants un module de formation sur 2 jours sur le business plan. Nous, la Fondation, on est là pour conseiller, assister et accompagner avant, pendant et après. 36 mois d'accompagnement. Nous dispensons des modules de formation très diversifiés sur le business plan, alors des formations entrepreneuriales, des formations managériales. On va vous contacter, je vais fixer un rendez-vous qui arrange tout le monde pour dispenser ce module, si vous voulez. Action concrète, il faut qu'on applaudisse ça très fort. Qui veut jeter, qui veut répondre, c'est vite. Je vais vraiment répondre de manière synthétique à toutes les questions parce qu'on retrouve les réponses dans ce que j'ai présenté comme travail associatif. Le business plan, ce que va vous présenter la Fondation, est quelque chose d'extraordinaire, il existe, on ne réinvente pas la roue. C'est une démarche professionnelle qui va vous permettre d'aller de l'autre. Et je pousse les gens à aller de l'avant et assister à ces formations. Les gens qui sont dans l'Enactus, ils sont obligés de faire le business plan, en tous les cas. Ils sont dans le business plan, ils sont dans le learning by doing. Ils n'ont pas d'autre choix. D'accord ? Troisième élément, c'est de dire à l'école, il faut absolument qu'il y ait un cours d'entrepreneuriat. Il faut absolument. Et l'entrepreneuriat, malheureusement, beaucoup d'écoles le font en 5e année. Il faut qu'il y ait une introduction à l'entrepreneuriat la première année. On remet une autre couche la 2e année. À la 5e année, on fait un cours de synthèse de l'entrepreneuriat. Parce qu'à ce moment-là, ils auront beaucoup plus de background. Mais il faut que ça commence dès le départ. Même chose pour l'éthique. Les écoles qui ont fait le pas de dire nous allons enseigner la business éthique, l'éthique des affaires, ils le font en 4e et 5e année. Il faut commencer la première année, dès le départ. Les Américains, quand vous rentrez dans une école aux États-Unis, lorsque vous êtes accepté, ils vous font un tutoriel et vous ne rentrez à l'école que vous aurez répondu de manière efficace à des questions qu'ils vous posent sur Internet.
disons, à distance. Et on vous pose des questions sur l'éthique. D'accord? Mieux encore, chaque université, chaque école a un code d'éthique. Pas de règlement intérieur de l'école, mais parlons de code d'éthique, qui est valable autant pour les professeurs que pour le staff, que pour la direction, que pour les étudiants. Le règlement, c'est pour les étudiants. On prend les étudiants, on leur dit, vous n'avez pas le droit de copier, vous l'avez. Non, vous n'avez pas le droit du plagiat. Tout le monde, professeur, étudiant, tout le monde doit donner l'exemple. Et c'est ça ce qu'on retrouve. Aujourd'hui, nous devons retrouver nos valeurs. Et c'est là une réponse à une question qui a été posée sur la corruption, le manque de... Et justement, c'est parce qu'il faut absolument qu'on revienne sur ces valeurs-là. Le Maroc est devenu, je risque d'utiliser une expression trop forte, mais on est en train de pourrir. Si on ne fait rien, on ne peut être les meilleurs, on peut former les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs ingénieurs, mais s'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'affaires. Rien. Comment voulez-vous que demain, justement, la question qui est posée, est le cœur même? S'il n'y a pas de bonnes règles, on n'ira nulle part. Et là, on a besoin de gens qui soient capables d'abord de savoir ce que c'est que l'éthique et d'aller défendre. Combien de fois j'ai dit aux gens, aux étudiants, avez-vous lu la nouvelle Constitution? Pas plus de 1 à 2%. Si je dis à la salle, qui a lu la Constitution marocaine? Les Karaïs. Oui. Alors, on n'est pas nombreux, on est peut-être 10%, peut-être 15% à l'avoir lu. Et je vais vous dire une chose. On a le droit de dire je suis contre la Constitution ou pour la Constitution. Mais de grâce, il faut la lire. Et quand vous la lisez, vous allez trouver que le législateur est un spécialiste de la business éthique. Il n'y a que des éléments de business, à part les pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, etc. Mais à l'intérieur, il n'y a que de la business éthique. Il n'y a que l'éthique des affaires. Comment être transparent? La Cour des comptes, reddition des comptes, les droits de l'homme, la liberté d'expression, la transparence, tout ce que vous voulez. Lisez-la, vous allez trouver beaucoup de réponses. Maintenant, encore faut-il qu'on aille encore plus loin que la Constitution. La Constitution, c'est la base générale. Là, il faut descendre vers le bas. Pour descendre, il faut une société civile qui soit capable de mettre la pression. Oui, on a besoin de décrets, on a besoin de lois, de décrets, etc. etc. Et je pense que c'est cette pression-là qui va nous faire avancer. Et on va lutter contre la corruption. Et on va battre la corruption. Parce que le Maroc, avec la corruption, c'est ce qui s'est passé dans les autres pays. Tunisie, Égypte, etc. Le Maroc n'est pas une exception. Arrêtons de dire que le Maroc est une exception. On est une exception si on se mobilise. Le Maroc a eu le courage de libérer les énergies pendant 10 ans, 15 ans. Depuis Hassan II, il a libéralisé certaines choses, qui fait qu'on n'a pas eu le même choc. Et ce choc-là, si on ne fait rien en corruption, on va le recevoir. C'est aujourd'hui qu'il faut bouger. Et quand je dis qu'il faut bouger, ça veut dire qu'il faut travailler. L'entrepreneur est celui qui va batailler pour avoir ses droits. Parce qu'il sait que sans la transparence, sans le doing business, et c'est pour ça que les institutions internationales nous disent, si vous voulez, de l'investissement qui vient, ben, il ne faut pas de corruption. C'est le B à bas. Sinon, personne ne viendra. Ils iront ailleurs. Il y a d'autres pays qui sont plus attrayants. Le Maroc fait un effort. Mais encore, il faut encore avancer. Et ça, c'est les leaders de demain. C'est vous, c'est pas moi. Moi, je commence à aller vers ma retraite. C'est vous, jeunes de demain, leaders de demain. Et chacun de vous sera un leader de demain. Donc, voilà le message que je passe. Merci, Sylvie. Alors, je vais réagir sur 2 points. La question directe de Sidek Alia. Et par la suite, le point de monsieur, en fait, la culture qui rejoint d'autres interventions. Alors, pour la question directe, comment s'internationaliser? Quel secteur internationaliser en premier? L'industrie, le service, etc. Alors, ça, c'est le sujet du Machine Conférence. Ça, c'est le sujet de ces académies. Je suis d'accord de tout un cycle en fait, de discussion et de travail. Mais pour te répondre en fait, de manière qui est pratique et pragmatique, je vais te donner l'exemple des secteurs aujourd'hui d'industrie, qui sont en train de s'internationaliser. Alors, il y a différents niveaux d'industrie. Tout à l'heure, on a mais quand je parlais d'Afrique, je parlais du premier besoin aujourd'hui, c'est un besoin
agroalimentaire, n'est-ce pas? شنو هادشي اللي عندنا هنا في المغرب en termes d'industrie, parce que je ne parle même pas de bon savoir qu'on a développé dans le cadre des plans marocains, mais qu'est-ce qu'on a en termes d'industrie qui va aider par rapport à ça? أول حاجة تفكر فيها c'est la richesse première de المغرب اللي هي à part très les ressources humaines, il y a le phosphate. Quand on parle de fertilisant ou la d'engrais, أول حاجة تستخدموا عليها le noyau dur c'est le phosphate, P2O5, DAP. Mais c'est la philosophie comme des stages ou équipements de grands familiers de ça. Pour être très très simple, les engrais qui étaient des DAP, les gilets dialou dans l'acide phosphorique, تنخلط عليهم من هنا شي حاجه بيضاء سي لامونيوم كتجيبوها من الغاز وشي حاجه صفراء سي لاسيد سلفوريك كتجيبوها من البترول. عندك الثلاثه هادو avec des engrais à prix de bon marché, vous pouvez attaquer le monde entier avec ça. Et chez Hada, il est, depuis que cette Arabie a pris ça, je pense qu'on est tous d'accord, il a pris les rênes de l'OCP, voilà, c'est un site stratégique qu'on est en train d'opérer. Alors c'est l'OCP comment on en rêvait. Une OCP créatrice de valeur, créatrice de richesse, une OCP vraiment citoyenne. Le projet de collectionnel total de l'ingénierie, c'est l'OCP, le partenaire stratégique. Je trouve l'agent vainqueur à Jacques Solidaire, c'est l'OCP. Je trouve les TIG aujourd'hui les plus grandes entreprises mondiales, c'est l'OCP qui prend la main Jacques vainqueur. Mais je suis uniquement pour le Maroc, c'est aussi pour l'Afrique. Je trouve les développements en fait une logique d'intelligence économique où il était prêt, une déclaration qui était claire pour tout le monde. Et dans les pays où nous on est présents, on est capable et on est prêt à partager avec toutes les entreprises marocaines désirant s'implanter l'information. Marhaba. Je trouve qu'il y a tellement d'informations, surtout l'information qui est fiable. N'est-ce pas? Donc on a les fertilisants. Et si vous avez suivi la Zakaria et Chérodian, en fait la dernière visite des souverains, parmi les 90 accords existants, c'est deux accords relatifs directement à ça. L'usine en fait des 22 ou 23 millions de dollars va être implantée au Gabon, et l'usine d'ammonium. L'ammonium, on l'a compris, parce que c'est une denrée essentielle par rapport à ça. Et l'usine, en fait, pour attaquer en premier lieu le marché gabonais, parce que nous avons le plan Gabon vert qui est à l'image du plan Maroc vert qui vise en fait à relever la production des arbres, etc. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir en aparté pour ceux qui sont intéressés avec plaisir. Je suis très passionné par rapport à ce genre de choses. Je suis avec Chidel, ça fait la même. Il faut qu'on rentre dans le sujet. Ça va être et la région peut discuter ça avec beaucoup de plaisir. Donc là, il faut se battre d'une part. On peut parler déjà d'une industrie cancérogène et d'une industrie pharmaceutique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de Chita ou Omnes, c'est les médicaments génériques. Où le Maroc a développé une bonne expertise. Et si on voit un peu, si on fait une petite matrice de l'environnement, c'est que le pays qui avait, les deux autres pays qui ont développé une industrie similaire, c'était l'Égypte ou l'Afrique du Sud. L'Égypte est là. Donc pour toute la région en fait, là, pour toute la région Afrique de l'Ouest, etc., on peut attaquer ce marché. Et comme vous le savez, ça, quand on parle en fait des médicaments génériques, il faut une taille stratégique, il faut une logique d'investissement de la technologie, le savoir, l'import, le savoir-faire, etc. Ce n'est pas parce que dans le domaine public, ça veut dire qu'il n'y a plus de savoir à avoir. Hein. Attention. Alors la molécule rare dans le public, en fait la logique de création est différente. Et quand on attaque un grand marché, chez un petit marché, ça nous permet d'amortir le coût d'investissement, le coût d'acquisition du savoir, etc. Et l'agroalimentaire, bien sûr. Vous voyez, bon, ça fait des bons par rapport à ça. Et là, je dis toujours, il y a une petite métaphore qui est très simple. Quand je parle partager un coup, c'est un million de travail aujourd'hui avec le marché américain, après une partenariat stratégique pour la dernière visite des souverains, va nous permettre un chiffre vertical, c'est-à-dire tout là-bas, en termes de complexité, parce que c'est un marché qui est très exigeant pour le chiffre. La logistique, l'accès, l'environnement, les besoins des gens en fait d'hier. Et le chiffre horizontal, c'est par rapport à l'Afrique, parce que c'est un marché qui a énormément de besoins. D'accord? Et le troisième élément, bien sûr, en fait, aujourd'hui, on est en train de parler, alors vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt des entreprises marocaines et des BTP qui s'installent en Afrique. Il y en a qu'on est en train d'accompagner, il y en a en fait d'autres qui sont en train de faire, etc. Ce sont une couche, l'ingénierie portuaire, l'ingénierie d'infrastructure, les maisons, enfin tout ce qui est housing avec Doha, avec Chébé et compagnie. D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est derrière? Il y a aussi des matériaux de construction. من السيمان الحديد الطوب tout le reste, etc. Et ça aussi, c'est des choses qu'on peut exporter, soit en Ménéné, soit en s'installant là. Donc, c'est le cas avec la centrale en fait, bétonnière qui s'installe sur la Côte d'Ivoire. D'accord? Et il a en plus de l'industrie qu'on est en train de développer au Maroc avec un cluster par rapport à ce qui est automobile. L'année un magazine international qui est la référence mondiale dans le domaine des supply chain magazine, très, très connu, il a fait un dossier spécial sur le Maroc. Premier dossier spécial sur qu'il fait sur un pays africain, ou qu'il a dédié à l'automobile. Ça veut dire quelque part, on est en train de faire quelque chose de bien. D'ailleurs, je peux te passer le lien. J'avais eu en fait l'honneur d'être celui qui avait été interviewé par rapport à ça. Nous sommes avec beaucoup de plaisir. Donc il y a des plus.
Ça ne veut pas dire que le tout est parfait. Attention. Mais il faut que les zouïnes, alors j'ai introduit la petite culture, là, par 30 secondes, rapidement, si vous permettez. Il faut que les zouïnes, les حاجة مزيانة تصفقوا لها الله يرحم بها الوالدين. Arrêtons de descendre chacun أي الناس اللي كتعرف لي زيبي دو مايس بحال الزرع كاع اللي كيطلع نص البلاد نحشوا له الراس كمان. راه بالعكس راه خصنا نتعلموا ونصفقوا اللي كينجح. باش كوم سا كونستيتيو ان نوفو موديل دو ريوسيت كي بوزيتيف. واللي ناقصه ونعريو شي شويه على كتافنا ونهبطوا للتيران ونسيو ترافايي. راه chacun d'entre nous, pardon. Chacun d'entre nous dans son domaine, راه il y a une plus-value à faire. والله الحمد لله الوالدين بركه الثقافه ديال القهوه نص نص اللي جلس في القهوه وقرا جوج جورنالات كيدير في كل شيء وكتلقى هو الناس ما كاينش خدمت وكيخدم والله ملي كتلقى كلشي كيتيري فيك وساعات كتقول لهم الله يرحم الوالدين اجيو نتوما وريونا كيقول لك لا ما عنديش والله ما نقدرش تديسون sur le terrain. Ou on parle des ingénieurs, l'ingénieur à la base c'est un solution. Et rapidement par rapport à la notion de culture, mais عندي la baguette magique, والله ما عندي. C'est mon partage. Il n'y a pas en fait une seule une réaction chimique ou la alchimique même pour qu'on des philosophes nous en alqaouach pour transmuter quelque chose de basique ou quelque chose en or là en un état supérieur. Ça a inspiré d'ailleurs en fait des générations par la suite. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout à l'heure vous dites appareil photographique. C'est vous, n'est-ce pas? Voilà, magnifique. Alors vous êtes dans les médias. On peut faire ce qu'on appelle du marketing positif. Marketing positif, je ne prends les noms pas tout le reste. Non. Et quand je vois des gens qui ont réussi des domaines qu'on a envie de développer, dans l'agroalimentaire, l'industrie, l'ingénierie, l'économie cognitive, etc., qui ont réussi ça. Parce que l'humain, il suit toujours le modèle de réussite, mais avec des valeurs. Donc je market la personne, le modèle et ses valeurs. C'est mon modeste opinion. Et je clôture avec ça. Merci beaucoup. Je vais rebondir quand même sur le fait de voir au-delà du marché local. C'est valable aussi bien pour les activités manufacturières que pour les activités de service. C'est plus facile dans les activités de service quand on veut exporter un produit physique, qui est toute la chaîne logistique qui doit suivre et qui complique un petit peu la chose. Le marché marocain dans l'équation économique mondiale ne représente pas beaucoup de choses. Donc soit on est en train d'entreprendre pour construire quelque chose, un gagne-pain, ou soit on est en train d'entreprendre pour créer quelque chose, un leader. Et malheureusement, c'est ce qui nous manque aussi un petit peu aujourd'hui au Maroc, c'est de créer ces leaders qui... Commençons par... Il y a une chronologie de toute façon, on ne va pas attaquer l'international dès le premier jour. On deviendra un leader... local, il y aura un leader régional par la suite, et pourquoi pas aspirer à devenir un leader mondial. C'est aujourd'hui, et grâce à la mondialisation qui s'est opérée sur les dernières années, accessible à tout le monde et c'est devenu plus ou moins démocratique. Donc les barrières à l'entrée, ils sont en train de tomber et aujourd'hui, dans l'économie, si je reviens par exemple à l'économie du service ou du numérique, il n'y a aucun frein. Vous pouvez créer un WhatsApp et le vendre demain à 19 milliards de dollars. Ces gens-là, ils n'ont pas vu, par exemple, si on prend ces gens-là, ils n'ont pas vu autour d'eux, ils auraient pu vendre il y a quelques années où ils travaillaient en générant du déficit, mais ils avaient une vision. Ils savaient où est-ce qu'ils voulaient aller et ils ont attendu jusqu'au jour où ils ont atteint la valeur optimale. Et on l'a vu avec la session qui s'est opérée avec des chiffres qui sont astronomiques. Maintenant, je vais revenir par rapport à la question de la culture, comment développer cet état d'esprit entrepreneurial. Je dirais qu'effectivement, je rejoins Céline, il n'y a pas de baguette magique. Donc c'est quelque chose qui à un moment ou à un autre se manifeste en nous. Il faut se mettre dans dans une logique et dans une démarche positive, se mettre dans le sens du courant pour être peut-être emporté par ce courant-là, mais on ne devient pas entrepreneur parce qu'on le veut. Oui, en quelque sorte, mais il y a aussi des gens qui ne le deviendront pas parce que, on l'a dit, ils vont peut-être voir que les obstacles au lieu de voir l'espérance mathématique de réaliser quelque chose de meilleur. Comment il ne faut pas manifester un blocage par rapport aux contraintes techniques, parce qu'un business plan, s'entourer de la meilleure équipe, la corruption, tous ces obstacles, c'est des choses qu'on va traiter dans un deuxième lieu, je dirais, parce que si on prend l'acte d'entreprendre, il se manifeste avec 3 transformations, si je le résume. Il y a la transformation
d'une personne ou d'un porteur d'une idée à un entrepreneur. Il y a la transformation de cette idée à quelque chose de viable, donc à un business. Et là, on peut, avec tous les outils qui sont à disposition, juger, simuler, tester, faire des tests de sensibilité par rapport au business model, est-ce qu'il tient ou il ne tient pas. Et il y a la dimension, bien sûr, humaine, où on transforme une équipe de gens disparates qu'on réunit autour de ce projet-là en une entreprise. Donc, vous le voyez, à travers trois transformations, on arrive finalement à quelque chose qui est l'entreprise, qui est un système harmonieux, qui est le résultat, qui encadre toute cette, je dirais, tout cet acte d'entreprendre depuis son démarrage. Sur ce, je passe la parole à notre modérateur pour clôturer, je pense. Alors, il est 13h51 minutes. Je suis content parce qu'on n'a pas beaucoup trop dépassé l'objectif de 13h45. Alors, un petit récap, même si je ne suis pas censé le faire, je n'ai pas trop les faire, mais en 2 mots essentiels. Le premier, moi j'aime bien le titre du forum qui est le do tank, c'est le doing. Il y a une phrase en anglais qui dit « The only way to do it is to do it ». La seule manière de le faire, c'est le faire. Et la seule manière de changer la mentalité, c'est de ne plus dire « j'allais traîner ». Ça commence par moi, premièrement. Deuxièmement, un truc qui est très très simple, certes on ne peut pas tous être entrepreneurs, c'est-à-dire créer une entreprise, mais on peut tous avoir l'esprit entrepreneurial. C'est quoi l'esprit entrepreneurial? C'est le fait de ne pas toujours se laisser vis-à-vis du statu quo. Si je n'ai pas quelque chose, je propose des solutions. La chose la plus simple à faire, c'est de dire ça ne marche pas. ما خدامش ما خدامش ما خدامش ما خدامش ما كاين ما يدار ما كاين ما يدار ما كاين ما يدار نقدروا نبقاو حتى غدا ولكن فين كاين la variable, c'est le fait de donner des solutions. Quand on donne des solutions, c'est là où on apporte des alternatives. La solution commence d'abord par moi et après mon environnement. Alors, merci beaucoup pour cette aventure très intéressante. Oui, c'est une question d'intervention. Allez-y. De l'AFM, chargée des personnes régionales, etc. Et j'ai entendu depuis tout à l'heure parler d'entrepreneuriat, et nous sommes en plein dedans. Tout d'abord, bien sûr, ça concerne les femmes, mais ça concerne d'abord l'entrepreneuriat. Nous insistons sur l'entrepreneuriat féminin. Donc, j'ai entendu des va-et-vient, entrepreneur. J'ai envie juste de dire 2 choses. Je crois qu'on n'a pas le choix, que nous devons entreprendre. Et surtout, étant donné que nous sommes dans une école d'ingénieurs, donc je n'ai pas beaucoup cette idée de dire est-ce qu'on entreprend, est-ce qu'on n'a pas le choix, nous sommes dans un pays de 48% d'analphabètes et nous nous trouvons dans la crème des crèmes. Donc il faut avoir dans la tête que nous devons entreprendre. Là où nous sommes, c'est-à-dire nous pouvons être chef d'entreprise, entreprendre en bonne uniforme, ou bien un salarié est là, prendre le risque, prendre la responsabilité, se lancer. D'accord. Donc, nous devons entreprendre. Deuxième raison pour laquelle nous devons entreprendre, c'est que, j'ai parlé d'analphabétisme, mais parce qu'on a besoin. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de la balance commerciale, que c'est pas grave, je sais pas, que la balance commerciale est déficitaire. Nous avons quand même un déficit qui n'est pas réjouissant, c'est 100 milliards de dirhams. Et surtout, oui, alors, mais ça veut dire quelque chose de très important, que nous ne sommes pas compétitifs, que notre économie n'est pas compétitive. Et une économie compétitive, ça veut dire des entreprises compétitives. Et nous sommes dans des pays aussi, je dirais, de marché, c'est-à-dire des pays capitalistes, où tout repose sur l'entreprise. Si nous ne nous trouvons pas, si nous n'améliorons pas nos entreprises, si nous allons rester dans ce cercle vicieux du sous-développement justement, et nous ne pourrons pas sortir de sitôt. Donc, vous êtes déjà ingénieur, vous avez une responsabilité. Ça a été dit tout à l'heure. Donc, comment le faire? Et je crois que vous avez tous les ingrédients pour le faire. Vous avez tous les ingrédients. L'État a des outils. Ils voient ce qu'ils valent, mais ils peuvent subvenir. Et il y a des associations de tout genre qui sont là pour vous soutenir. Presque toutes les banques ont des outils pour vous aider. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste beaucoup d'apprentissage et à notre niveau, beaucoup d'auto-apprentissage. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame Clark. Alors, pour clôturer il y a beaucoup de personnes qui partent, c'est le moment du déjeuner, il faut manger la nourriture très importante.
parce que ça fait partie des besoins primaires. Alors, pour clôturer avec une petite note d'un sujet qui me fait beaucoup à cœur, c'est bien d'entreprendre, mais c'est encore mieux d'entreprendre au service et avec la communauté. C'est bien de créer un projet, mais un projet qui n'a pas de valeur ajoutée pour moi et pour ma communauté et qui ne crée pas de la valeur ajoutée. Je vous remercie pour votre intervention parce que nous ne sommes pas oubliés avec la tour de l'Azim, tout va bien. Socio-économiquement, les indicateurs sont très risqués. Et si on ne bouge pas, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir le panel et